Bonjour tout le monde, bienvenue à l'édition spéciale du Stand 2 Podcast. Aujourd'hui, c'est une date, comment on pourrait dire, importante, déchirante qu'il y a eu, il y a 30 ans aujourd'hui, le 5 mars 1995. Fait qu'aujourd'hui, le Stand 2 Podcast, rend hommage à tous ceux qui ont servi au régiment aéroporté, dont moi durant 6 ans. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ça sera pas le t-shirt normal. Désolé pour le bruit. Fait que maintenant, je sors mon gilet du régiment aéroporté. On va baisser un peu le micro. Fait que édition spéciale du régiment aéroporté. Peut-être me lever un petit peu. Oups! On voulait faire, comment on pourrait dire ça, des gros changements de linge, d'habillement en même temps. C'est ça, moi j'ai été au régiment aéroporté de 89 à 95 jusqu'à la fermeture. Puis, comme vous savez, vous avez vu dans certaines vidéos, j'ai un boc de bière avec une bière. OK? Remercier toujours mes commanditaires, FT Gravure, Fred Talbot, et René Huard de Simplement. En même temps, c'est la Stout Impériale qui va m'accompagner durant ce podcast-là. Hey, cheers tout le monde. Comme nous autres on dirait, Airborne. Hein? Oh, oui, on avait quelques expressions assez délicieuses. Cheers tout le monde. À tous ceux qui ont servi au régiment aéroporté jusqu'à sa dissolution, jusqu'au démantèlement en 1995. Aussi, vous avez vu dans un de mes podcasts que je trouvais tout le temps, je cherchais mon coin. Mon numéro 5245, ça c'est transporté, ça c'est pour avoir fait le cours d'endoctrinement au régiment aéroporté. Fait que tu avais cette pièce-là. Cette pièce-là, je l'ai depuis ce temps-là, depuis 89. Fait que ça, c'est le coin du régiment aéroporté. Fait que lorsqu'on se voit des anciens du régiment aéroporté, on va se challenger un à l'autre avec ça. Puis celui-là qui l'a pas, celui-là qui l'a, il va avoir une bière. Il paye une bière à l'autre. Ou au groupe. Pour vite fait, tu sais, c'est un peu mon histoire que je vais raconter là-dessus sur ce podcast-là. On va checker le son un petit peu. J'ai présenté des invités, il va y en avoir plusieurs à s'en venir. Puis en même temps, c'est présenter ça, ce petit bout d'histoire-là, que certains ne comprennent pas, mais ne sont pas au courant un peu. Fait que c'était aussi, je ne ferai pas d'histoire là-dedans, mais je sais que le régiment a été créé en 1968 pour Edmonton, puis après ça, déménagé en 1977 à Pitawa. Là-dedans, moi, quand je suis arrivé, puis il faut se rappeler quelque chose. Moi, en 88, je suis rentré en tant que fantassin. J'ai fait mes recrues durant l'été. Suite à ça, j'ai fait mon cours d'infanterie à Valcartier. Fait que mon cours de fantassin. Aussi, juste comme ça, et je suis en attente, si vous voyez, il me manque une dent. Fait que j'ai perdu une dent, fait que je suis en attente de réparation pour ma dent. Quand je suis arrivé sur mon cours de fantassin, je ne connaissais pas grand-chose de l'armée. Puis à un moment donné, j'ai vu des gens se promener avec ce béret-là, avec cette batch-là. Ça, c'est mon dernier béret que j'ai porté au régiment aéroporté. Et en même temps, j'ai voyé à la cuisine, puis certains de là-dedans vont se reconnaître, qui étaient là. Ça, c'était le Jump Smoke qu'on avait. Ça, c'est l'original que j'avais, Thibault. Jamais été changé. Depuis 89 que je l'ai. La batch, j'ai fait mon code Pathfinder, mon code Ranger. Lui a été rajouté un peu plus tard parce que j'ai été instructeur aussi à l'école de parachutistes à Trenton, en Ontario, à 2-3 reprises. Pour revenir à mon histoire, fait que moi, je suis le code de fantassin. D'autres sont sur le code de chef. Puis je vois des gars habillés comme ça, dont
un que je peux me rappeler, c'est Guy Lapierre et tout ça. Là, je les voyais. Il y avait de l'air short puis méchant. Là, je me demandais c'était qui. Ben, à un moment donné, ben, j'ai su, à ma force de me renseigner, que c'était des gars du régiment aéroporté du 1er commando. Oh, ouais! Suite à ça, durant notre cours de fantassin, ils nous ont demandé qui veut aller en Allemagne, puis qui veut aller au 1er commando. Hey, moi qui connaissais rien, moi j'ai levé la main et je disais, hey, moi je vais aller au 1er commando. Oh! Suite à ça, ben, pour aller au 1er commando, il fallait que tu sois qualifié parachutiste. Fait que mars 2, pas des années 2000, mais 1989, je suis allé faire mon cours de parachutiste à Edmonton. Cours de parachutiste, 3 semaines, 2 semaines sur le plancher à apprendre comment mettre le parachute, aussi comment, les directives, les ordres dans l'avion, les urgences dans l'avion, la sortie de l'avion, comment, quand tu vas descendre aussi avec le parachutron. Il faut dire que moi, c'était le cours de parachutron, qui c'était à 1200 pieds, 1000 pieds. Mon plus beau bas saut que j'ai fait, c'était à 800 pieds de nuit avec équipement. OK? Fait que oui, ça, le sol est arrivé extrêmement vite. Pour revenir à mon cours de parachutiste, j'ai fait ce cours-là, puis la 3e semaine, c'est les sauts. Fait que la 2e fois que je prenais l'avion, 3e fois, parce qu'on avait atterri à Toronto, j'ai pas atterri avec l'avion, on a sauté en bas. Fait que c'était un cours, quand même, beaucoup d'entraînement physique et tout ça. Ouais, ça c'est tout le temps à la course, habillé avec le harnais d'entraînement, la petite réserve en avant, le casque. Ouais, c'était du bon temps. Dans tout ça, on est 6 de notre cours de fantassin qui a décidé d'aller au 1er commando. Hey, je ne veux pas l'oublier. Bernard Collard, Frank Charette, Luigi Castonguay, Jean-Louis Venn, Tigger Vizet, puis moi. J'espère que je n'ai pas oublié comme ça. Mois de mars, fini mon cours. Juin, on s'en va au régiment aéroporté. J'ai 1 an d'armée. Fait que là, tu en as là-dedans des caporals-chefs, des sergents, qui sont réellement, depuis là, quelques années, des durs à cuire, des bêtes. Là-dedans, ceux-là qui m'ont frappé le plus, t'as eu, comment on pourrait dire, Mario Gay, t'as eu aussi Sylvain Leclerc, t'as eu Roch Leclerc aussi. Puis en même temps, c'est des amitiés qui ont perduré au fil du temps encore. T'sais, comme un de mes meilleurs amis, Roch Saint-Don, qui est à Québec, on a encore une belle, une très belle amitié. Puis, comment on pourrait dire, Sylvain Leclerc aussi, Latlac. OK, qui après ça, un petit peu plus tard, c'est une des personnes qui m'a aussi mentoré aussi. Puis pour ça qu'à un moment donné, il était extrêmement dur envers lui-même et envers son corps aussi avec les entraînements. Fait que c'est un peu à cause de lui, à un moment donné, j'ai été comme ça un peu. Ils m'ont formé de cette façon-là. Quand je suis arrivé là, c'était un choc solide de ma part. Après 1 an d'armée, je me ramasse là. Dans le temps, c'était les forces spéciales là, et tout ça. Puis le régiment aéroporté était comment on pourrait dire, tu avais le 1er commando qui était francophone, 22, mais on avait toute la même batch. OK? On avait toute la même batch. OK? Puis, comment dire ça? Ensuite de ça, le 2e commando, c'était les PPCLI, le régiment d'infanterie de l'Ouest canadien. Puis aussi, on avait les RCR qui étaient de l'Ontario, puis aussi des maritimes qui étaient là. Royal Canadian Regiment, OK? En travers ça, on avait des médicales, on avait des cuisiniers, on avait tout du monde de support aussi qui était là, et nos fameux riggers qui pactaient nos parachutes, qui nous surveillaient aussi, nos parachutes soient bien, comment on pourrait dire, attachés et faire les vérifications.
dans tout ça, quand je suis arrivé là, c'était comme un extrêmement, courbe d'apprentissage extrêmement dur et difficile. Il faut dire que, ouais, j'étais pas le soldat que j'étais après ça, comment ils m'ont formé aussi. C'était une année difficile. Première année aussi, ça a pris une coupe de sauts. C'était, tu sais, habituellement, au régiment cours de parachutiste, tu faisais 5 sauts. Puis, à la fin, aussi, c'est rendu à mon 12e saut. Tu sais, on avait sauté à peu près 7 fois, là, quand j'étais au régiment reporté. Puis, durant ces sauts-là, là, j'avais la chienne de ma vie, mais je continuais à sauter. La veille, je dormais pas pantoute. Puis, à un moment donné, crime, là, j'ai commencé à beaucoup apprécier. Tu sais, tout ce qui se passait dans l'avion et tout ça. Puis, en même temps, il ne faut pas oublier, là, on avait nos sacs à dos. Il fallait se lever, tu sais, 10 minutes avant. Les sacs à dos étaient accrochés à hauteur de nos hanches et tout ça. Puis, quand on était dans l'avion, tu sais, le crochet était... Lincoln Cable était accroché dans l'avion. Fait que quand on sortait... la static line restait avec le sac de déploiement, restait accroché après l'avion, puis le parachute était tout pacté. Fait que, tu sais, c'était à ouverture automatique. Puis si tu avais une malfonction, whatever, là, tu pouvais déployer ta réserve qui était accrochée en avant, qu'on avait appris sur nos cours. Puis s'il faisait 3 mois que tu n'avais pas sauté, il fallait faire des refreshers. OK? Fait que c'est ça. Puis cette année-là, un des premiers sauts qu'on avait fait, que je me rappelle, c'était en Beauce. En Beauce, et certains vont s'en rappeler, la première, comme on faisait, tu sais, l'avion passait, tu sais, 20 minutes, 10 minutes. Puis à 10 minutes, on se levait, puis tu as le chef largueur qui est en avant, qui donnait les mots de commandement pour se lever et tout ça, tu sais, pour se préparer à sortir, accrocher, puis faire ça de façon organisée, militaire et tout. Puis à un moment donné, les vents, tu sais, c'était... Oh my God! Les vents, il ne fallait pas qu'ils soient... Hey, là, je viens de m'embarquer dans quelque chose. C'était 13 nœuds de jour, 9 de nuit. OK. Ça se peut que je mette des correctifs un petit peu plus tard là-dessus. Là j'y vais par mémoire. Je n'ai pas checké mes affaires. Fait que j'y vais par mémoire. Puis là, on faisait un tour. Puis là, les vents trop élevés, puis tu sais, le chef largueur nous annonce les... Stand2 Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com. Vents et tout ça. Puis, les vents étaient trop élevés. Fait que là, on fait un racetrack. Ça veut dire qu'on recommence. Mais là, on a nos sacs à dos accrochés après nous autres. Mal de dos, puis tout ça. Oh my God, que ça n'avait pas été facile. Suite à ça, à un moment donné, moi, je ne connaissais pas comment que ça se passait. Mais là, tu arrives, puis là, vent 7. Vent 7, après avoir 18, 19, 20. C'est parce que celui-là au sol, il voulait nous faire sortir. Fait qu'on sortait. Quand on est arrivé, on a piqué des méchantes débarques et tabarnouche. On a eu quelques blessés, ce saut-là. Moi, j'ai eu d'autres blessures un petit peu plus tard. Fait que, tu sais, c'est ça un peu. Puis là, ensuite de ça, on faisait une attaque rapide. Puis, on s'est fait faire prisonnier. Prisonnier, interrogé. Ils nous ont enlevé nos bottes, nos lacets, nos ceintures. On nous a mis des chiennes et tout ça. Puis, après ça, on se faisait interroger. Par la suite, on a réussi à s'évader du compound où on était. Puis, on avait, si ma mémoire est bonne, on va dire 40 à 50 km de marche à faire. Pas de lacets, pas de semelles et tout ça. Moi, j'étais jeune, là. Tu sais, j'avais 1 an, 15 mois, 16 mois d'armée. Mais là, les plus vieux, les crosseurs, on va les appeler de même. Mais on va dire les plus petits, les vites. Mais eux autres savaient cacher des cartes de crédit dans leurs bottes parce qu'ils savaient qu'est-ce qui s'en venait. Moi, le pouf, ici, là, j'avais aucune idée. Fait que j'avais aucune idée qu'est-ce qui allait se passer.
Fait que nous autres, on s'est fait faire prisonnier, puis on a marché une méchante shot. J'ai un blanc avec qui j'étais. Il y avait Eric Fife là-dedans, qui est un bon ami. Qui d'autre qui était avec moi aussi? Colin Dabin, j'ai un blanc. Mais on a marché, puis à un moment donné, on a vu une famille sur le bord de la route. Puis on a arrêté les voir. Mais là, il faut dire qu'on faisait peur au monde, là. Puis, moi, je mange pas de tomates, je mangeais pas de mayonnaise, tu sais. Mais c'est les meilleurs sandwichs tomates, mayonnaise, toastés que j'ai mangé de ma vie. Parce qu'on n'avait pas mangé depuis à peu près 24 heures à marcher, puis tout ça. Tout ça, suite à ça, ben, on s'est rendu à notre point, puis après ça, il y a des familles qui nous ont aidés, nous ont hébergés aussi. On a couché dans une grange, il y en a d'autres qui on a pu rentrer dans leur maison, tu sais, ils nous ont hébergés pour la nuit. Mais tu sais, on les remercie, je les remercie encore, tu sais, plusieurs années plus tard, de 89, 36 ans plus tard. Suite à ça, ben, tu sais, c'était les... comment on pourrait dire, d'autres exercices. Hey, on était souvent en exercice cette année-là. Aussi, on a eu, on avait, pour certains, on avait des jeux d'hiver aussi. Mais on était tout le temps le premier commando ensemble. Puis c'était rare qu'on faisait des exercices avec le deuxième, troisième commando où ils faisaient l'ennemi. Tu sais, on faisait l'ennemi entre nous autres, on jouait à la guerre un contre l'autre. Puis, tu sais, en tant que francophone, c'est une base anglophone, tu sais, on avait, moi, je me débrouillais, mais il y en avait d'autres qui ne se débrouillaient pas en anglais. Puis, c'est arrivé à quelques reprises, notre major Pommet, non, Bergeron, notre premier, lui, c'était, comme on pourrait dire, nous avait dit, s'il y en a un qui ne vous répond pas en français, ben, tabarnouche, vous venez me le dire. Fait que je me rappelle de cette anecdote-là. On était à la cuisine, puis là, on avait... le menu était écrit en anglais puis en français. On avait commandé en français. Le cuisinier ne voulait pas nous servir. Fait que là, nous autres, on s'est plaint par la chaîne de commandement. Le lendemain, le cuisinier parlait français. Fait que quand même assez drôle. Puis en même temps, il y avait un tournoi avant les fêtes qui était aussi... tu sais, pendant une semaine, chaque commando avait une équipe de hockey, une équipe de ballon-ballet, puis on faisait un tournoi à la ronde. Habituellement, c'était le premier puis deuxième commando qui se pognait dans la finale à la fin. Une journée, tu sais, les festivités de Noël, c'était comme ça un peu. Puis à la fin, on se ramassait toute la gang pas à l'aéroport, pas en tout, à la patinoire de Pitawawa. Puis, on en avait une sur la base. Puis là, ça, c'était le clou du spectacle. Comme on dit, tu sais, ben, des fois dans mes vidéos, je dis « autre temps, autre mœurs ». Ouais, on était pas mal... la testostérone, les gars du premier commando, on était des rough and tough, c'était de l'infanterie à pied, puis on se laissait pas piler ses pieds, puis pas à peu près. Fait que là, on a eu aussi ce tournoi-là. La première année, ouais, non, ça a été un petit peu plus tard. Je regarde ça, puis à un moment donné, je vois l'équipe de ballon-ballet du deuxième commando des PPCLR. Là, je regarde. Christ, avec eux autres, je me bats d'un bar en ville. Ben voyons donc. Là, je regarde le coach. Puis là, je dis, hey, c'était qui le coach? Oh my God! C'était notre CQ, notre quartier maître, l'adjudant, puis là, j'ai un blanc, peut-être il va me revenir. Tu sais, je raconte toutes ces histoires-là avec, tu sais, sans filtre, avec, tu sais, des étapes, la chronologie un peu que des années j'étais là. Puis, je reviens, là, la game de hockey, cette année-là, on l'avait perdue. L'adjudant-maître était en tabarnak. Les gars avaient fêté tard le soir, puis nous autres, on était reconnus des bons joueurs de hockey, les francophones. Moi, là, quand j'ai vu ça pour le ballon-ballet, je regarde ça, je fais, ben voyons donc, toi. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, hey, embarque-moi sur la patinoire, ça va être
ça va être une bataille incroyable. Là, on n'est pas de taille. Là, on avait des excellents joueurs de ballon-ballet, mais il manquait un petit peu de robustesse. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est fait expulser du match parce qu'il s'est battu avec le gardien. Puis, il est allé dans la chambre, dans la chambre des joueurs. Puis moi, je suis descendu des estrades. Je suis allé m'habiller, j'ai pris son équipement, puis j'ai embarqué sa patinoire. Suite à ça, quand j'ai embarqué sa patinoire, je suis allé au centre. Puis, Sergent Roberge Kermit, qu'on a appelé, qui est décédé en Afghanistan, il y a plusieurs années. Il me regarde, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ça sera pas long. La bataille générale a pogné après ça. Fait que l'année d'après, juste pour dire ça, les années après ça, j'avais ma place dans l'équipe de ballon-ballet et tout ça. Fait que ça, c'est une autre petite anecdote. Aussi, durant cette année-là, ma première année était extrêmement difficile de faire nos preuves. Puis en même temps, mon grade, c'était para. Fait que j'y tenais beaucoup à ça. C'était pas soldat, c'était para pour parachutiste. Puis, comment on pourrait dire ça? Cette année-là aussi, j'ai vécu l'hiver la compétition Berger-Perron. Fait que c'était une compétition de 40 km en toboggan, en raquette. Fait que ceux-là qui me connaissent, j'ai des allergies aux raquettes à cette heure. Fait que demandez-moi pas d'aller faire de la raquette, là, je suis plus capable. Fait que c'était une compétition de 40 km. Fait qu'on se déplaçait, puis la première était à Rouyn-Noranda. Fait qu'on se déplaçait à 40 km. Puis, suite à ça, quand on arrivait au bout, on faisait une attaque, puis le major venait évaluer l'attaque, si qui avait fait ça, qui a gagné. Mais, encore, moi tout jeune, pas d'expérience, on avait du monde qui venait de Rouyn-Noranda, du coin. Fait que, on avait Caporal Morneau. Oh my God. Un excellent soldat, méchant bougonneux, mais dans le bois. Ah, il était excellent. Fait qu'en fin de compte, on n'a jamais marché notre 40 km. Les autres, ils ont collé du monde qui savait, du coin. Fait qu'ils sont venus nous chercher en pick-up, puis on s'est avancé. Fait qu'on a fait un peu de pick-up, mais on n'a pas tout fait le 40 km qu'on devait faire en 3-4 jours. En fin de compte, je ne m'en souviens plus qui avait gagné, mais à chaque année, on avait ça, la compétition Berger-Perron, puis on avait aussi la compétition du Général Allard, qui était du ski motelock, avec nos grosses motelock. Hey, là, puis cirait ça, puis tout. Fait que là, on faisait un 20 km avec un champ de tir à la fin. Donc, tu sais, on dirait que c'était à coup de 20 km, 10 km nos affaires quand on faisait nos compétitions. Hey, c'est très bon pour nos genoux et nos dos. Mais dans ce temps-là, c'était un sentiment de fierté, puis garde le régiment aéroporté, tu sais, il est tatoué sur mon cœur aussi. Suite à ça, on a eu, comment dire ça, je suis allé faire le cours de commando français en France, Collioure, Mont-Louis. C'est aussi une belle expérience. On était un peu en Allemagne avant, en Allemagne après. On est revenu, très bon cours. On a eu du plaisir là-bas. Apprendre à connaître comment on pourrait dire, les gars avec qui on travaille, on était tout le temps ensemble. Je vivais dans les shacks aussi, tu sais, de célibataires. Okay. En même temps, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire, là. Fait que c'est pour ça qu'il nous occupait beaucoup. Puis, pourquoi je dis ça, pourquoi je regarde là, c'est parce que j'ai quelques notes aussi. Commando français, la première fois, j'ai encore une petite anecdote aussi. Commando français, c'est quand on est arrivé là, le premier soir, on est arrivé là, on arrivait de l'Allemagne. On a stagé là 4-5 jours, puis après ça, on s'en allait en France pour suivre le cours. Puis là, on a, comment on pourrait dire ça, le premier soir, on voit ça, une pancarte, maigre comme le chat, tu sais, il y a le 6-pack, puis tout. Pis, ouais. On mange du steak, puis des frites, puis tout ça. Bon, là, on va bien manger ici. Le lendemain matin, il y a du lait chaud, il y a du pain, puis des affaires de même. Puis là, on commence à se battre avec le pain, puis à un moment donné, pour se rendre compte que c'était ça notre déjeuner. Aussi, sur le cours, à la fin, quand on était à Mont-Louis, j'ai fait des pistes obstacles, tu sais, sur le bord de la Méditerranée, sur le bord des châteaux, à des très hautes hauteurs. C'était magnifique.
Puis quand on est arrivé vers la fin, on avait un petit exercice final aussi. Puis on a, à la place d'avoir, eux autres, c'était une ration pour 24 heures. Par personne, ben nous autres, ils nous en donnaient 2, vu qu'on était des commandos. Puis, un moment donné, il est arrivé un incident aussi sur le cours, une autre anecdote. Non, ça va être un podcast de 18 heures. Puis, il est arrivé une anecdote. Il y a un instructeur français qui a frappé un de la gang. Je n'étais pas dans la salle, mais tout le monde s'est levé. Fait que là, le Français a eu peur. Fait que notre major du temps est allé voir le commandant français. Puis il a dit « Hey, tu touches pas aux Canadiens. » Puis le commandant du bataillon français, il arrive de même, il dit « Bon, mais il dit arrêtez d'imiter les instructeurs français. » Fait qu'on les imitait à la française. Fait qu'on a eu un deal là-dessus. En revenu, tout ça, 5 jours, ils nous ont laissé en Allemagne 5 jours, fait qu'on a eu beaucoup de plaisir aussi. Pour en revenir au Canada, c'était dans le temps de Pâques, parce que je me rappelle, on avait eu du homard pendant le temps de Pâques. Oui, je sais, ceux qui me connaissent, je mange pas d'homard, mais je suis capable de le défaire. Fait que c'est un plus. Stand2 Podcast est commandité par Simple Malte Brasseur. Un vétéran, René Huard, qui a fondé la compagnie de Simple Malte Brasseur. Merci à vous de commanditer nos bières lors du début des podcasts. Fait que si vous mangez du homard à côté de moi, vous ne savez pas comment le défaire, moi je sais comment le défaire. Suite à ça, commando français, d'autres exercices un peu partout, à travers du Canada, des sauts en parachute un peu partout. Je commençais à prendre du galon un petit peu. Suite à ça aussi, j'ai suivi plusieurs cours, instructeur en combat sans armes, signaleur, taux. Vous allez pouvoir voir dans d'autres podcasts qu'il y a certaines personnes qui ont des anecdotes sur moi, sur un peu les... on va le dire, là, les niaiseries, puis je m'assume très bien. Je dis toujours, autre temps, autre mœurs, ça se fait plus présentement, depuis plusieurs années non plus. Mais dans ce temps-là, c'était fait, c'était acceptable. Mais aussi, il faut dire qu'on était un régiment très, 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 très indiscipliné. On était tous, on était très indisciplinés, je l'avoue, dans tout ça. Aussi, il y avait un genre de guerre entre le 2e et 3e commando, où, sur la base, nos chaque était un à côté de l'autre et tout. Puis c'est là aussi que, j'ai vu un moment donné, je me rappelle encore, le cours de, comment on pourrait dire ça, de cours de Pathfinder, c'est là, un moment donné, que j'ai vu c'était quoi. Je voyais les gars courir et tout ça, puis tout. Puis j'en reparlerai un petit peu plus tard. Fait que là, c'est là, un moment donné, j'ai fait « Ah, ouais. » OK. C'était incroyable. Comme comment on pourrait dire ça, j'ai aussi, suite à ça, on a commencé à s'entraîner. On a eu le Western Sahara, on était stand-by pendant je ne sais pas combien de mois. On y va plus. Puis à un moment donné, ça a tombé la Somalie. Somalie 93, moi je suis parti 27 décembre 92. Puis je suis parti en Somalie, entre Noël et Jour de l'An. Alors, on est parti, il faisait peut-être moins 20, puis on est arrivé là à plus 30, là, quelque chose de genre, là, on se fuckait bien raide. Puis, dans tout ça, au point de vue entraînement, c'était plus l'entraînement qu'on avait pour décoller en Afghanistan. C'était quand même basic de base, comme on pourrait dire. En même temps, on était supposé d'y aller avec, si je me rappelle bien, avec les Nations Unies. Puis ensuite de ça, ça a switché. Mais pendant que ça a switché, nos véhicules ont été peinturés blancs, puis ont été shippés là-bas, par bateau. Puis en même temps, nous autres, ça a fait différents types d'entraînement parce que on était de l'infanterie à pied. Tu sais, des parachutistes, on était à pied. Fait qu'on il a fallu prendre des cours ces véhicules. Les mitrailleurs, moi, j'étais mitrailleur. OK? Je pouvais chauffer aussi. Quelques anecdotes en tant que chauffeur aussi. Oh my God. Puis là-bas, je me suis déployé avec un team de feu, Latlac et Marco Duchesne.
Dans ce temps-là, quand je me suis déployé en Somalie, on était un tiers francophone, deux tiers anglophone. Hey, j'ai des belles amitiés qui sont nées de ça aussi. Quand on s'en revoit à quelque part, ben on est toujours heureux de s'en revoir. Certains, ça fait des années que je n'ai pas vu non plus. Fait que c'était ça mon peloton que j'étais rendu. J'étais plus au premier commando, j'étais Direct Fire Support. Fait qu'on a fait comme un peloton de reconnaissance en Somalie. Fait que quand on est arrivé là-bas, nos véhicules sont arrivés, aucune logistique, zéro, puis encore moins zéro. Quand on est arrivé à Mogadiscio, puis ensuite de ça, ils nous ont transférés dans notre zone d'opération, puis la ville à côté où ils avaient fait comment on pourrait dire, une piste d'atterrissage pour les Hercules, ça s'appelait Belle-Étoile. Puis là, comment on pourrait dire ça, on a... à Belle-Étoile. Puis quand on est sorti de l'avion, là, on avait nos sacs à dos et tout ça. Il y avait une gang qui était déjà là. Là, ça nous attend. OK, vous allez vous installer par là. Ah, ouais. Hey. Puis durant notre entraînement, on avait eu la médecine préventive. Hey, couchez-vous pas à terre là-bas. Première affaire, bon, ben c'est où ce qu'on couche? Ben, à terre. Oh my God. Puis en même temps, au début, on avait 8 litres d'eau, puis après 2-3 jours, on a tombé à 4 litres d'eau, puis ça, c'était pour... le ravitaillement n'arrivait pas. Fait que là, c'était pour manger, se laver, boire. Fait qu'il nous manquait réellement de l'eau là-bas. Fait qu'on a fait une mission, comme vous savez, fait un peu de recherche, il est arrivé des événements déplorables là-bas, avec un deuxième commando qui ont réellement fait, tu sais, comment on pourrait dire, la pire affaire, tu sais, ils ont torturé quelqu'un. Suite à ça, ben nous autres, ben moi j'étais tout le temps sur un autre camp, puis on sortait tout le temps. Puis là, c'est là qu'on a commencé ma première douche, je pense, tu sais, ça a pris 1 mois et demi avant que j'aie une douche. Sinon, ça avait trouvé un gros tuyau de métal, puis on avait mis plein de bouteilles, puis on remplissait ça d'eau, puis on tournait le bouchon. Fait que, tu sais, c'était ça aussi. C'était des rouleaux de barbelés, là, à cette heure, tu sais, c'est des éco-bashings, tu sais, c'est des carrés qu'on met de la roche puis de la roche dedans. La sécurité était complètement différente. Tu sais, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas les Internets dans le temps. Puis, c'est ça, on avait le droit à un téléphone par semaine. Ben, des fois, le mois de mars, mes parents n'ont pas eu de nouvelles de moi pendant le mois de mars au complet. Jusqu'à un moment donné, on se fâche parce que j'étais tout le temps parti, puis on dit « Hey, on peut-tu appeler? Hey, c'est pas votre heure. » Mais ça fait 1 mois qu'on n'a pas appelé. Aussi, mes parents, ma mère, mes parents m'envoyaient des boîtes parce qu'on mangeait juste des rations. Fait que ma mère, là, au Dijon, avait calculé ses affaires. Ben, tu sais, j'avais du mélange à crêpes, j'avais des pâtes, de la sauce à spaghetti, puis plein d'affaires comme ça. Puis, je la compte-tu, celle-là? Ouais. Puis, au Dijon, ben, elle m'envoyait un journal aussi, tu sais, le journal de Montréal et tout. Puis, il y avait un anglophone, j'ai commencé à lui montrer, à parler, à lire le français aussi. Tom Werner. Ah ouais. Fait que, ça n'était un autre. Un anglophone dans notre groupe, super, excellente carrière. Je pense qu'il est encore dans les forces. Suite à ça, ben, tu sais, c'était rudimentaire où ce qu'on restait et tout ça. L'eau, on n'avait pas d'eau frette là. On avait une cantine, de l'eau et des affaires de même. Ouais, réellement, le basic de base. Puis c'est quoi je voulais compter? Je l'ai perdu. C'est ça. Tu sais, c'est ça, un podcast non scripté. Puis, là-dedans, on a beaucoup aidé sur le camp et tout ça. Mais c'est ça, des rations, on mangeait pendant 6 mois. Ah oui, là, je m'en rappelle. Fait que là, un moment donné, j'écrivais à ma mère où je l'y avais appelé. Puis là, j'avais dit, hey, maman, on n'est pas fait en bois, envoie des films 3X. Fait que ma mère avait envoyé des films 3X là-bas. OK. Puis il faut dire que, je pourrais pas dire le pourcentage homme qu'on était, mais c'était 97%. Anyway. Fait que là-bas, j'ai fait des patrouilles de reconnaissance, j'ai fait de l'escorte de convoi, j'ai fait des postes d'observation 7 jours sur une montagne.
Fait que tout ça aussi, puis on a perdu un soldat canadien là-bas, ben, il est mort d'une décharge accidentelle. Quelqu'un nettoyait son gun, puis il a tiré son chum. Fait que ça a été réellement plate aussi. À notre retour, on est revenu au Canada. Puis moi, suite à ça, ben, il me voyait pour aller sur le cours de caporal-chef. Ça, on était à l'été 93. Fait que automne 93, on en revient de la Somalie. Puis là, tu sais, ça a bardassé les médias, tout ça. Quand on est arrivé au Canada, sérieusement, là, ben, moi, je vais parler pour moi. Je pensais qu'on allait se faire accueillir avec des tomates, aussi, puis de la chenoute comme ça. Fait qu'on était atterri à Ottawa, puis il n'y avait personne pour nous accueillir là-bas. On est arrivé dans nos shacks, tu sais, ça faisait 6 mois qu'on était partis. On a dormi dans nos sleeping bags, puis après ça, on a retrouvé notre équipement aussi. Puis, c'est là que je suis allé sur mon cours de caporal-chef. Fait que là, ça faisait 4 ans que j'étais là, au régiment aéroporté. Fait que là, on s'en va là, cours de chef, on est à peu près 12 gars du premier commando, 15 gars du premier commando. On s'en va là. Dans ma chambre, c'était légendaire. Ben, on était un groupe légendaire, ça n'avait pas de bon sens. Là. On avait dans ma chambre Éric Marcotte, Dosti, puis Albin Bezeau. Oh my God! Puis nous autres, on arrivait de Pitowa. Il y avait un bar qui marchait, puis il y avait un autre bar à Pembroke qui marchait. Là, on est arrivé à Québec, on était fou raide, là. On sortait tout le temps, on sortait durant la semaine, le jeudi soir, on arrivait à 4 h du matin, 5h30, on était sur le terrain de parade, puis on commençait à courir. Fait que, ouais, c'était un bon cours. Mais après ça, la transformation, moi, je suis arrivé au mois de décembre, quand mon cours est terminé. J'ai vu la transformation en très peu de temps du régiment aéroporté du plus indiscipliné régiment au plus discipliné. Le colonel Kenworth avait mis sa main là-dedans, puis il avait avec une main de fer, puis il avait redressé ça. C'est là qu'on s'est aperçu que j'ai mérité quelques devoirs. Ça veut dire travailler les fins de semaine à checker un immeuble qui, tu sais, il dit pour le feu. J'aimerais ça savoir quand est-ce qu'il y a eu le dernier feu sur une base. OK? Habituellement, les pompiers sont là. Je ne rentrais pas là-dedans. Pour checker les power bars et les faux micro-ondes. Pauvre pompier. Fait que, à un moment donné, on fait une inspection de kit, puis là, je me rends compte, une inspection de notre équipement, que là, comment dire ça? Hey, notre commandant de compagnie ici, il est en train d'inspecter mes affaires. Mon stock est mal plié, ma gamelle est sale. Puis là, hey, je me fais rentrer dedans, là, je suis de même. Là, tout le monde me dit, non, ça va être de même, Chris. Ah, ça n'a pas de drôle. Fait que c'est ça. Hey, pour revenir de la Somalie, on a eu notre médaille 4 ans jour pour jour après qu'on soit revenu. Je reviens sur notre cours. Là, on fait un exercice d'hiver et tout ça. Entraînement. Puis là, à un moment donné, tu sais, je vous ai parlé du cours de patrouilleur-éclaireur. Le cours de patrouilleur-éclaireur, c'était un cours assez demandant. Habituellement, ça finit à coup de 6, 2. Nous autres, on a fini 13. Puis, moi, je me suis porté volontaire pour aller sur ce cours-là. On a commencé 55, si je ne me trompe pas. Le cours a duré 51 jours consécutifs. Le cours consiste à faire de la navigation, aussi à faire des patrouilles de reconnaissance, fait qu'aller reconnaître des objectifs. La navigation, c'était de se promener au point A, au point B, avec une boussole. Pas les GPS commençaient à sortir, mais militaires, mais on n'avait pas, nous autres. Suite à ça, c'était un cours de même. Fait que la navigation, de jour, on était un peu dans les montagnes. C'était pas trop des grosses montagnes, mais à force de courir. Puis en même temps, si tu courais pas, tu n'arrivais pas. Puis en même temps, si tu arrivais au point B, puis tu ne trouvais pas ton point B, ben, tu ne pouvais pas t'en aller au point C. Fait que moi, j'ai 2 jours, on avait 4-5 jours de tests aussi, de pratique. Fait que ça nous brûlait solide. Puis, de jour et de nuit. Stand2 Podcast est commandité par FT Graveur Fred Talbot, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, qui a lancé son entreprise dans les gravures et autres. Vous pouvez voir leur lien et juste à cliquer là-dessus. C'est un vétéran. Stand2 Podcast est là aussi pour encourager les compagnies de vétérans.
Puis, on arrivait comme à 3h, 3h30 du matin. Hey, on était tous pleins de boîtes parce qu'ils aimaient ça nous faire aussi dans les swamps. Tu sais, de jour, c'était dans les montagnes, de nuit, c'était plus dans les swamps. Puis dans les bonnes swamps, là. OK? Puis là, le matin, ben, tu sais, 5h30, on était debout. Notre entraînement physique jusqu'à 7h moins quart. Puis 7h15, on avait pris notre douche, notre équipement était lavé, puis on avait mangé. Fait que nos nuits étaient très, 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 très courtes. Fait que, tu sais, ce coup-là, c'était pour préparer le terrain pour le gros des forces. Fait que, en résumé, on était inséré 24 à 48 heures d'avance par la mer, terre ou par transport terrestre. Suite à ça, on a perdu quelques-uns durant la navigation. Moi, j'ai eu un échec à la navigation de nuit parce que, ben, c'est ça, moi j'ai décidé d'un swamp passer en ligne droite, ce qui n'était pas une bonne idée. J'étais en train de geler, puis il ne faut pas oublier, c'était l'automne. Fait qu'il a fait quand même fret. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, j'y arriverai pas et tout ça. Puis, j'ai continué. Moi, j'avais 2 cartes, 2 boussoles sous moi pour ça. Fait qu'après ça, il a fallu faire un retest. Moi, j'avais pas besoin de jour, mais j'avais eu un échec de nuit, puis j'ai réussi de nuit, puis j'ai pu continuer le cours. Suite à ça, c'était des patrouilles à 4 hommes. Puis quand on est sorti du cours de patrouille à 4 ben, tu sais, de la phase de patrouille de 4 hommes, ben, Colin, on sort de là, après 2 semaines et demie, on est 14. Ça avait donné un méchant coup. Là, après ça, ben, c'était de préparer les zones de largage aussi pour les troupes. Fait qu'on a eu beaucoup de cours et tout ça, beaucoup d'entraînement, puis ils nous lâchaient jamais. Là. Fait que, on n'avait pas le temps de manger non plus. Nos sacs à dos étaient de 100 livres. Quand on se faisait insérer, on marchait 10 km minimum, mais on était une méchante gang. Fait qu'on était des Français, des Anglais. On a fini 6 Français. 6 Français, puis le premier de cours, ben, c'était un Français aussi. Puis, le Français, c'est le Dre-la-Mort qui a fini premier. Fait que réellement, ce cours-là, ça a été quelque chose d'incroyable avec du monde, d'autres candidats incroyables. Puis, tu sais, c'était anglais-français, mais tout ça passait en anglais. Puis, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle encore, j'étais avec Paul Schaefer. Méchant gros bonhomme. Lui, il avait fait son cours de Ranger avant. Puis, Ranger américain. OK? Pas les Rangers canadiens dans le Nord, Ranger américain. Fait que ça, c'est un autre cours aussi que j'ai fait un peu plus tard. Puis, une petite anecdote là-dedans, à la fin du cours, on pensait qu'il allait y avoir un camp de prisonniers. À chaque année, il y a quelque chose là-dedans. Puis, je suis quand même un bon gabarit. Paul, il était plus large que moi aussi. Moins grand, mais il était un méchant de pièce d'homme aussi. Là, un farmer, là, un bûcheron. Là. Puis, il arrive de même, on est dans le véhicule. Puis, là, tu sais, on voyait, là, il nous restait 3 jours à peu près. Puis, je donnais des anecdotes sur ce coup-là, c'est incroyable. Mais on va résumer ça, puis celle-là, c'est une des plus drôles. Fait que là, on est de même, on dit, comment on pourrait dire ça, on est comme, ouais, on est dans le véhicule, puis avant ça, là, c'est les instructeurs qui nous donnent les ordres. Puis là, il y en a un, il dit, prenez de l'eau, prenez de l'eau, prenez de l'eau. Là, on est de même, qu'est-ce qui va se passer ici, t'sais? Là, on est de même, ben voyons donc. Fait qu'on embarque dans le véhicule, Paul me regarde, et il dit, the first open the tarp, I'm gonna drop him. I got the second. OK. Fait qu'on a dit qu'on allait sauter dessus, puis on les frappait, puis on se sauvait. Mais mon Paul, là, c'est un débrouillard 50, lui. Fait que quand on est débarqué du véhicule, là, l'instructeur nous regarde, puis il nous donne le mot code. Ah, là, on se met à courir avec nos sacs à dos, puis tout ça. Chris commande. Là, on s'en va, on rentre dans une swamp. On rentre nos sacs à dos. Là, on avait toutes des radios sur nous autres aussi. Puis, sur ce coup-là, ben, je m'avais blessé. Aussi, à m'amener, je m'avais blessé. J'avais atterri sur une route de roche avec mon sac à dos de 100 livres. Je m'avais pas levé. Ça avait été un peu difficile. Fait que j'ai fini le cours un peu, c'est relaxant musculaire puis c'est Valium.
Fait que pour revenir à mon histoire, fait que là, on a mis ça, puis là, on a marché jusqu'au camp de cadets. Puis, hey, dans le temps, des boîtes téléphoniques, des téléphones publics, il y avait ça. Fait que là, il arrive dans l'après-midi, hey, j'appelle ma femme, elle va venir nous chercher. Là, on a nos guns, notre attirail de combat, les webbing, avec nos cartouchières, pour mettre nos chargeurs, puis en arrière, on avait une corde, des gants, puis un peu de bouffe, puis tout ça. Là, je suis de même, OK. Puis là, il arrive pour téléphoner, puis c'était à 25 cents, hein? Mais il y avait 2 10 cents, puis un 5 cents. Puis il manquait un 10 cents, puis il cherchait dans ses poches, jusqu'à temps qu'il le trouve. Fait qu'il a téléphoné sa femme. Sa femme est venue nous chercher. Mais les règles, quand c'était l'Escape and Evasion, on avait de se rendre dans un campement, qui était à 10 km de là. Fait que l'Escape and Evasion, c'est comme s'il y avait eu trop d'ennemis sur le terrain, puis là, on se dispersait tous. Fait que, comme on disait, la plus petite unité d'inforce, comme j'ai mentionné dans un autre podcast, grâce au BOC, c'est le binôme. Puis Paul m'avait dit, tu me suis-tu? Et il dit oui. Pas Paul, Pete Schaeffer. Pete, excusez. Puis, sa femme est venue chercher, mis les guns dans la valise, mis nos attirails de combat. On est arrivé chez eux, mais tellement tanné, là, fait 48 jours à peu près, 48, 49, tellement tanné que c'était pas une bonne idée qu'on a faite parce que ça faisait 4-5 jours qu'on ne savait pas laver, à peu près. Fait que là, notre face, le camouflage qu'on avait, là, il était incrusté dans la face. Fait que là, on a décidé de prendre une douche, puis on avait tellement gelé aussi durant les dernières semaines qu'il y avait un poêle à bois. Moi, j'avais pogné le sofa, j'avais tiré ça. Sa femme nous avait fait à manger. Le lendemain matin, fait à manger. Puis à un moment donné, je regarde Pete. Hey, on avait 24 heures, là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on avait l'autoroute, la 17. Il fallait la traverser. La base était séparée par la 17. Je dis, Chris, qu'est-ce qu'on fait, là? Il dit, inquiète-toi pas, mon beau-père, c'est le commandant. Non, c'est l'adjudant-chef de l'école d'infanterie des RCR. Ben, voyons donc. Fait que sa femme, on est rentré sur la base, nos guns et tout ça, dans la valise. On est rentré dans le garage, le Jeep nous attendait. Là, le jeune chauffeur, on regarde, puis il me dit, là, si tu vois du monde habillé comme ça, là, puis qui fait signe d'arrêter, tu continues, c'est-tu clair? Il dit oui. Fait qu'on s'est ramassé. Fait qu'on a fait notre bout. OK. On a utilisé les moyens du bord. On n'a pas, il n'y avait pas de règles par rapport à ça. Fait qu'avant qu'on arrive, on s'est mis du camouflage. On appelle ça, on s'est camstiqué. Puis, quand on est arrivé, c'était frais, là. Mais, ils nous ont interrogés. Là, vous êtes des crosseurs, puis tout ça. Et moi, puis on a tenu à notre histoire. Il y en a d'autres qui se sont fait pogner ça à la base, à manger de la pizza, puis des affaires de même. Mais je pense que dans le groupe, il y en a juste un qui l'a marché. Si je m'en souviens bien, je pense que c'est Dre Lamar. Suite à ça, on a fini le cours. On a fini gradué 13. On était devant le régiment reporté. Puis je me rappelle, il y a des cadeaux dans la vie que tu vas recevoir, tu t'en rappelleras pas, puis il y en a d'autres que oui. Ça, à un moment donné, dans mon groupe, c'était tout du monde du régiment reporté. Fait que, du monde du 2e commando, 3e commando, 1er commando, moi aussi, fait que, c'était tout, on était tous mélangés des parachutistes. Puis, comment dire ça? Moi, ma gang, j'étais le seul du groupe qui avait porté volontaire. Puis, j'avais fini, puis les gars sont arrivés, puis ils m'ont donné une 24 comme cadeau. Là, moi, j'ouvre la caisse, je pense qu'il était midi ou 1h de l'après-midi, là. Fait que là, moi, j'ouvre la caisse, j'arrive pour te donner des bières, puis non, ça, c'est à toi. Et il dit, nous autres, on a notre bière. Fait que c'était un gros party après ça. Mais avec les heures qu'on a faites, ça m'a pris du temps à récupérer aussi, mais aussi à dire, je voyais quelqu'un courir dans le couloir, je vivais dans les bâtisses, dans les shacks qu'on appelait. C'était des chambres et tout ça avec des toilettes puis des douches communes. Fait que, on a aussi, là, je suis de même. OK. Fait que je suis venu avec ça, puis suite à ça, on a eu, là, le temps des fêtes passe et tout ça. Puis, on a commencé, on était supposé de se déployer en Yougoslavie. Encore, il fallait apprendre les véhicules. Fait que moi, ils m'ont mis sur les véhicules, puis j'ai été transféré de mon peloton, Direct Fire Support, au peloton de reconnaissance, un peloton de Pathfinder.
À ce moment-là, ben, le commandant, si je ne me trompe pas, c'était Richard Collin. Il était le commandant sur notre cours aussi, commandant de cours du Pathfinder aussi, que je venais de faire. Puis là, c'est là que, juste pour pas ma mémoire, le 23 janvier 95, on est en train de donner des cours et tout ça. Une couple de jours avant, un de notre gang s'est fait demander devant le commandant, il s'est fait aviser qu'il allait passer aux nouvelles et tout ça. Quand il est sorti de tout ça, puis c'était les initiations que je ne sais même plus si c'est disponible, si on peut les voir. Il y a eu des initiations, ça a été filmé, puis les médias avaient eu ça. Fait qu'il y en a un qui, de notre gang, avait été comme mis en avant-plan là-dessus. Il était une victime. Ben, non, pas une victime. C'est pas vrai, c'est pas ça que je veux dire. Ben, qui était là, puis parce qu'à chaque année, quand les nouveaux arrivaient, ben, on faisait une initiation à travers les nouveaux. Fait qu'il fallait t'amener une caisse de bière, puis ben des fois, il fallait que tu cours juste, il y en a un des plus en forme, vous amenait jusqu'au beer store. Chacun achetait une 24, il mettait ça dans un pick-up, il revenait, puis la gang, eux autres, ils revenaient à pied. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on avait commencé à boire de la bière un peu. Ces initiations-là avaient dérapé un peu pas mal. OK? Puis, ça avait passé dans les médias. Puis, on commençait à être le régiment le plus aussi, comment on pourrait dire, le plus discipliné. Là. Hey, il y avait eu un coup de base solide. Là. Et le commandant, là, il ne tolérait plus rien. Puis, c'était quelque chose. Un gros changement pour nous autres. Fait que le 23 janvier 95, pour ceux-là qui s'en rappellent ou ceux-là qui ne savent pas comment que ça s'est passé, il y a beaucoup d'affaires, des rumeurs qui qu'on était et tout ça. Bien, ça, je m'en rappelle encore cette journée-là. Le matin, nous autres, quand ils ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir de nouvelles, mais nous autres, moi, j'étais sur des cours de véhicules à chenilles, les TTB. OK? Fait que, on apprenait la mécanique et tout ça, parce que dans les forces, il y a un cours sur tout. Tu peux pas opérer une chainsaw si tu n'as pas eu un cours de chainsaw. Tu peux pas opérer un VTT si tu n'as pas eu un cours de VTT. OK? Ou de skidoo. C'est lourd. Fait que, on a, le 23 janvier, on se fait, j'essaie de me rappeler les heures, mais c'est arrivé à quelques reprises, à telle heure, il faut qu'on soit sur le terrain de parade, ils vont donner une nouvelle. On arrive sur le terrain de parade, pas de nouvelles encore, on rentre dans les shacks, 1 heure plus tard, on ressort et tout ça, tout pour dire, regardez, on va vous appeler quand ça va être le temps, allez dans vos shacks respectifs. Fait que le premier commando, on a notre shack, deuxième, troisième et tout ça. Puis là, à un moment donné, on écoute les nouvelles, puis là, on voit le chef d'État de la Défense nationale, Chief of Defense Staff, non, Chief of... excusez, le CDS qu'on appelle. J'essaie de trouver le nom de l'acronyme, mais des fois, on dit des acronymes, puis on ne s'en rappelle pas. Tu as Jean Chrétien, puis le ministre de la Défense, qui est, son prénom, je ne m'en rappelle plus, Colonnette. Puis là, c'est là qu'il annonce que le régiment aéroporté va être démantelé. Oh my God! On est tous en état de choc. Suite à ça, on s'en va tous sur le terrain de parade. Puis à la place de se former en 3 rangs, le commandant nous a formés tous en U alentour de lui. Puis c'est là qu'il nous l'a dit. Je ne sais pas si, mes souvenirs là-dedans, qu'est-ce que j'avais entendu dire? Il avait été à Ottawa pour avoir des nouvelles durant la journée, dans la matinée, puis il n'y en avait pas, puis il avait descendu à Ottawa. Ce soir-là a été, comment on pourrait dire, une grosse brosse. Ça a été une grosse brosse avec beaucoup de choses qui s'est passées. On a brossé solide. On a fait beaucoup de niaiseries aussi. Mais pour dire ça, c'était un état de choc. Fait que le lendemain matin, on ne voulait même plus suivre le cours et tout ça. L'état de choc était là, solide. Fait que,
on a, suite à ça, le lendemain, on ne savait plus quoi faire, on ne voulait plus suivre les cours. Moi, tu sais, sur le cours de TTB, on ne va plus en Yougoslavie, puis ça, c'était sûr, on était démantelés. Fait que ça, été extrêmement dur. Puis après ça, le cours s'est fini. Je ne m'en souviens plus combien de temps il restait, une couple de jours, là, ça avait été condensé, nos cours. Puis après ça, ils ne savaient plus quoi faire avec nous autres. Où est-ce qu'on s'en allait et tout ça. Puis là, en même temps, c'était la planification des parades finales. Parade finale, puis on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Il y a eu une grosse commission d'enquête, la police militaire et tout ça sont venus nous interroger, les plus vieux et tout. Fait que, et tout ça, ceux-là qui étaient arrivés l'année d'avant, eux autres, je m'en souviens plus c'est quel bataillon du Royal 22e Régiment qui a été déployé en Yougoslavie. Fait que ceux-là qui sont arrivés l'année d'avant, ils ont été déployés, ils ont retourné à Québec et tout ça. Nous autres, les plus vieux, on ne pouvait pas. À mon souvenir. Donc, suite à ça, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savaient plus l'entraînement et tout. Fait qu'on a joué pas mal au hockey que jamais on n'avait pas le temps de faire du sport. Fait que si on faisait du sport, c'est parce qu'on n'avait rien à faire. Fait que le 4 mars, durant les jours précédents, je pense que c'est 2-3 mars, on va y aller de mémoire là-dedans, on a fait un gros saut, le dernier saut du régiment aéroporté. Fait que ceux-là qui avaient déjà été au régiment aéroporté et tout ça, ont descendu à Ottawa, ont fait le recyclage, ont pu sauter. Puis c'était une vague incroyable. Je m'en souviens plus combien il y avait d'Hercule, mais on a tous sauté. Le régiment aéroporté. Le 4 mars 1995, c'était notre dernière parade en tant que régiment aéroporté avec nos jump smocks. Okay? Nous autres, c'était les seuls dans l'armée canadienne qui portaient ça. Puis on portait ça avec notre gilet marron en dessous. Puis, je viens de regarder mon micro. Fait que on a fait la dernière parade, puis là, on sortait des shacks. Il y en avait qui descendaient en rappel. Il y avait des fumigènes. Il y avait du tir de mitraillette. Je pense que les guns étaient finis après ça. Ça tirait, ça n'avait pas de bon sens. Puis on s'en venait sur le terrain de parade. Sur le terrain de parade, on a fait une grosse parade aussi. Puis on a passé, tu sais, il faut tout le temps faire on se fait faire une inspection aussi, puis après ça, on passe devant le dais d'honneur et tout ça, puis on a passé au pas de course. Un petit pas de course, là. Un petit chauffe-eau, là. Puis, suite à ça, le lendemain, c'était la grosse parade. La grosse parade, c'était en habit de parade, en CF. Que là, on a marché, sorti de la base à travers les PMQ, on est allé au musée. Puis, c'est là que la dernière fois, on avait nos couleurs. Qu'est-ce qu'on appelle le drapeau du régiment avec les honneurs de bataille qu'on a tout le temps. Vous allez voir ça sur différentes parades aussi qu'on a. Puis, c'est là aussi que nos couleurs sont entrées la dernière fois comment on pourrait dire ça, au musée. Et j'en parle, j'ai une boule encore, de voir ça, puis réellement on avait changé. Mais là, ils ont voulu faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, mais on avait changé. Le colonel Kenworth avait fait un esti job, puis on était rendu très discipliné. Puis, on a aussi eu, comment dire ça, il a rentré, puis après ça, on s'est traîné sur le terrain de parade. Puis arrivé sur le terrain de parade, encore à mon souvenir, avec le commandant, on a arrêté tout ça. Puis c'est là que, pour la dernière fois, le colonel Kenworth a dit OK, je me rappelle de mon. C'est à mes souvenirs ou un peu. Il disait Canadian Airborne Regiment. Mais tu sais, quand la parade est finie, c'est rompé ou dismiss. Mais je m'en rappelle encore, ça y a pris du temps avant de dire le dismiss. Parce que c'était le dernier. Fait que ça aussi, ça n'a pas été facile. Vous pouvez faire quelques recherches, vous allez voir des photos. Hier, j'ai fait une recherche, puis je me suis vu sur une photo aussi. Fait que je vais la ressortir, ça. Fait que ça, c'était un moment noir réellement dans ma carrière militaire
qui a laissé un grand trou. Aussi, puis après ça, on a tous déménagé à Valcartier. Chaque régiment a fait une compagnie de parachutistes, qui est venue la compagnie A après ça dans les bataillons, le 3e bataillon. Fait que nous, on est arrivés, on n'avait plus le droit de porter ce T-shirt-là. Nos bérets marrons, une petite anecdote. Parce que le lendemain, quand on n'avait plus le droit de porter la batch, le 6 mars, on s'est... je l'ai tué ici? Non. Le 6 mars, là, il fallait mettre la badge du Royal 22e Régiment à la place de celle-là. Fait que quand on s'est présenté sur le terrain de parade, on avait tous nos trucs. L'adjudant-maître n'a pas aimé ça. Oh, non. Il nous a donné de la marde, puis on est obligé de mettre nos BRS à la tête. Fait que, tu sais, ça avait été un pincement au cœur solide. Fait que, tu sais, moi, je vous raconte comment je l'ai vécu, mes années du régiment aéroporté à travers ça. Puis, tu sais, la façon, quand on est arrivé à Valcartier, on était solide, là. Notre groupe, là, ça n'avait pas de bon sens, là. L'adjudant-maître, le major qu'on avait, le CQ qu'on avait, Pete Marchand, le King Gravel, le colonel Labrosse, Mike Denis. On avait des solides là-dedans. Là. C'était incroyable. Ça n'avait pas de bon sens. On était toute une méchante gang de bons, d'excellents soldats. Puis que, ça c'est tout, quand on est arrivé à Valcartier, là, on était là. Non, moi j'ai senti qu'on n'était pas comment on pourrait dire? On était mis de côté. Ouais, ça va ressembler à ça. Fait que je vous relate, ça fait pas loin d'1 heure que je vous dis, mon histoire du régiment aéroporté. Une date qu'on se rappelle à toutes les années. Puis je m'en rappelle une année aussi, quelques années, après 95, qu'on avait fait, on était en exercice en hiver et tout ça, des manœuvres en hiver avec nos sacs à dos, puis on avait tiré une salve d'honneur. Ça, je m'en rappelle. Fait que, dans tout ça, dans mes amis aussi, j'ai des rencontres incroyables là-bas, d'excellents soldats que j'ai rencontrés. Qui ont forgé qui je suis devenu plus tard aussi dans ma carrière. Puis, dans un de mes podcasts, René Melançon, mon premier commandant de peloton, Martin Colbert, qui était mon commandant de section, Latlac, qui était mon commandant de section, Tibène Laberge, un gars tranquille. Éric Fife, Martin, mon Dieu, de Colin de Bin. Martin. On était dans la même chambre aussi. Gino Poirier, Dan Babin, des amitiés incroyables. Puis aussi, comment on pourrait dire, dans tout ça, il y en a une couple. Bernard Collard, Frank Charette, Jean-Louis Venn, Ray Meyer, Ray Meyer, lui, je l'ai rencontré un petit peu plus tard, qui ont fait aussi des connaissances incroyables. Comme Bernard Collard, Frank Charette, 2 inséparables. Ils étaient sur mon cours d'infanterie, mon cours de chef, mon cours de parachutiste. On était 2 ans aussi. Les 3 premières années de notre carrière, on était ensemble. 2 méchants malades. Vous me manquez beaucoup. Puis, on disait tout le temps, un des affaires... une des affaires qu'on disait tout le temps, c'était... quand il y a des décès, on dit « je me souviens ». Mais au régiment aéroporté, on disait « commando ». On saluait. Puis l'officier disait « prends garde ». Mais à tous...
Merci d'avoir écouté mon histoire. Puis, ouais, un peu dur. On va finir ça. Commando, prends garde.